Il y a un film qui cartonne, que tout le monde connaît, qui s'appelle L'Exorciste, signé William Friedkin. Ce film a une particularité, c'est que c'est un carton absolu au box-office américain, dans le monde d'ailleurs aussi. Le film, il fait 232 millions de dollars aux États-Unis, il fait près de 7 millions d'entrées en France, 6 700 000 je crois. Et ça devient carrément c'est au-delà d'un gros succès, c'est un phénomène de société. Tout le monde voit le film, toute la planète entière voit le film, ça traumatise tout le monde. Et ça lance donc le film d'horreur à grande échelle. Le cinéma d'horreur devient du cinéma mainstream. Et surtout, ça lance aussi un autre sous-genre du film d'horreur qui est les films d'exorcisme. Il y en a des tonnes qui sont tournés dans la foulée et ça continue encore aujourd'hui. Il y a des séries, il y a des films, il y a des séries B, des séries Z. Toujours est-il que 5 ans après le film de Friedkin, la Warner, firme productrice de l'Exorciste, qui ne croyait pas trop au film d'ailleurs à la base, puisque l'Exorciste n'avait pas L'Exorciste 1 n'avait pas un si gros budget que ça. Et donc, ils produisent une suite 5 ans après qui s'appelle L'Hérétique. Et là, ça, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, Friedkin ne fait pas le film, c'est un autre cinéaste qui s'appelle John Borman, reconnu principalement pour plusieurs films, dont surtout Délivrance, film qu'il avait tourné au début des années 70. Et John Borman tourne donc L'Hérétique, et le film est plutôt mal accueilli par la critique, ne marche pas spécialement. Il coûte un peu cher à faire, mais en fait, comme il y avait l'aura de l'exorciste derrière, le film a été prévendu dans le monde entier avant même le premier coup de manivelle. Donc l'un dans l'autre, la Warner a rebondi et est rentré en ses frais, mais ils ont fait moins de succès que prévu. D'autant plus que le film, aux yeux du public et de la critique, était assez ésotérique, assez bizarre, voire pour certains ridicule. Il y a quand même des séquences assez impressionnantes, puis surtout la super musique d'Ennio Morricone. Enfin bon. Dans les gens qui avaient trouvé le film ridicule se trouve William Peter Blatty. Et William Peter Blatty, c'est le mec qui a écrit L'Exorciste, qui a scénarisé L'Exorciste. Alors, un drôle de gars. Il est né en 1928 à New York. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en janvier 2017. Il avait plus de 80 ans. William Peter Blatty, il y a très très longtemps, dans une autre vie, on pourrait dire, il gagnait sa vie en fait en vendant des aspirateurs. C'était son premier job. Et son but, lui, c'était de devenir écrivain. Au début des années 60, il devient scénariste. Donc scénariste sur des films, mais alors des comédies. Et c'est ça qui est drôle, c'est que l'auteur de L'Exorciste a commencé à travailler sur des comédies, notamment sur des comédies de Black Edwards, dont la première suite de La Panthère Rose. Donc en fait, qui s'appelait Quand l'inspecteur s'en mêle, et qui raconte la suite des aventures de l'inspecteur Clouseau, joué par Peter Sellers. Et William Peter Blatty a aussi écrit pour Black Edwards une autre comédie qui s'appelle Peter Gunn, détective spécial. Et puis, au tout début des années 70, il écrit L'Exorciste. Le livre, qui a inspiré le film de Friedkin, a été écrit à partir d'un fait divers qui est survenu à la fin des années 40. C'est un adolescent de 13 ans, en fait, qui aurait été possédé par le diable. Et il y a un prêtre qui a pratiqué un exorcisme sur cet enfant pour le débarrasser de son démon. Et ça, c'est un fait divers qui a fait la une de la presse dans quelques quotidiens de l'époque. Et William Peter Blatty s'est inspiré de ce fait divers pour écrire L'Exorciste, sauf qu'il avait remplacé le petit garçon par une petite fille qui était jouée par Linda Blair dans le film de Friedkin. Et alors évidemment, le bouquin cartonne, puisqu'il se vend, je crois, quelque chose comme 13 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Il fait un carton dans le monde entier, il est traduit en France, il fait un carton. Le bouquin devient le film de Friedkin, le film cartonne, etc. Donc William Peter Blatty devient un nom. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut faire ce qu'il veut. En 1980, William Peter Blatty réalise un premier long métrage complètement barré, qui s'appelle La 9e configuration, qui n'est jamais vraiment sorti dans les salles françaises. Je crois qu'il est sorti en salle que récemment, il y a quelques années, dans une ou deux salles à Paris, mais c'est un film qui était resté inédit en France, qui n'a pas spécialement marché, même aux États-Unis, qui est vraiment un film inconnu, qui est un film vraiment très très bizarre, qui se passe dans un asile psychiatrique où il y a plein de soldats de l'armée qui se retrouvent là, qui sont tous devenus complètement fous, qui sont dans cet asile. Donc c'est les relations entre ces soldats qui eux-mêmes sont sous la surveillance du directeur de l'asile, qui lui aussi est complètement fou. Et c'est assez intéressant parce que on dirait que le thème de la folie intéresse William Peter Blatty, puisque
cette partie-là, enfin le thème de la folie qu'il y a dans la 9e configuration, on le retrouve un petit peu quand même dans l'Exorciste la suite, donc, dont il va écrire le livre avant de l'adapter au cinéma. Donc William Peter Blatty écrit la suite de l'Exorciste, qui s'appelle Légion, en VO. En français, c'était traduit en livre sous le titre L'Esprit du Mal. Le bouquin cartonne partout dans le monde, enfin en tout cas surtout aux États-Unis et puis en France. Et évidemment, Hollywood s'y intéresse pour en faire un film. Donc, William Peter Blatty s'attaque au script. Et après, ils font la tournée des popotes, comme on dit à Hollywood, pour savoir qui va le réaliser. Alors, Friedkin, qui avait fait le 1, ne veut pas le faire. Et ils approchent un autre metteur en scène qui aurait pu être très intéressant pour le tourner, qui est John Carpenter, qui à l'époque était très en vogue, puisqu'il venait de faire succès mondial. On est quand même à la fin des années 80, donc il avait fait surtout Halloween, The Thing, etc., etc. Il y a 97. Mais Carpenter refuse aussi. Donc, William Peter Blatty se dit « Et si je le réalisais moi-même ?» Donc, il prend son script sous le bras et il fait la tournée des studios. Il va à la Carolco. Alors, à la Carolco, c'était la boîte à Hollywood dans les années 80-90 qui produisait en fait tous les gros films d'action avec Stallone, Schwarzenegger, Rambo, Total Recall et compagnie. Et il propose son scénario à la Carolco, mais le scénario du film, tout comme le bouquin Légion, c'est quand même un bouquin d'épouvante et surtout un scénario extrêmement bizarre, très étrange, comme vous pouvez le voir quand vous voyez le film, et pas si facile à vendre que ça. À tel point que la Carolco, en fait, quand ils lisent le script, ils disent mais ouais, mais ça manque quand même de scènes choquantes, un peu violentes, un peu gore, etc. Et Carolco dit mais est-ce que vous ne pourriez pas refaire venir Linda Blair, parce que Linda Blair, héroïne du premier Exorciste, et en fait, ce qui serait bien, c'est qu'elle donne naissance à 2 jumeaux possédés par le diable. Donc un truc super lourd. William Peter Blatty dit non, qui est quand même un auteur, hein, William Peter Blatty dit non, allez vous faire foutre, ça m'intéresse pas, moi je veux vraiment que ce soit l'adaptation de mon bouquin, je veux pas me vendre à ce point-là, etc. Donc il part chez une autre boîte de production qui s'appelle Morgan Creek. Et là, eux, ils disent oui. Donc, ils se retrouvent avec un budget assez conséquent de 11 millions de dollars, ce qui était une belle somme quand même à l'époque. Enfin, c'était franchement pas mal. C'était moins que les blockbusters avec Stallone et tout ça, mais c'était quand même pas mal. Et là, les soucis vont commencer. Parce qu'ils voulaient, pour le rôle du flic, qui était déjà le héros du premier Exorciste, qui était joué par Lee Jacob. Lee Jacob, qui devait reprendre le rôle, ne peut pas reprendre le rôle parce qu'il meurt. Il meurt réellement dans la vraie vie. Donc il n'a plus d'acteur. Donc à la place, il prend George C. Scott, célèbre acteur hollywoodien. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite ressemblance physique entre George C. Scott et Lee Jacob, parce qu'ils ont la même stature, comme ça. Ils ont une espèce de... C'est 2 masses, quoi. Fais sur business. À la base, c'est un ancien marine qui est devenu acteur, je sais pas, il n'est pas devenu acteur très jeune, mais vers la trentaine. Il a fait beaucoup de théâtre, il a joué beaucoup au théâtre et surtout il a fait beaucoup de mise en scène de théâtre, fin des années 50, quelque chose comme ça. Il est apparu après dans plein de séries télé, il a fait des téléfilms, mais c'était à l'époque, il faisait peu de cinéma. Il a commencé seulement à faire du cinéma, il devait avoir 35 ans au début des années 60, et il commence à se faire remarquer surtout comme second rôle, notamment dans 2 films. Il a été très remarqué dans 2 films, dans L'Arnaqueur, un film de Robert Rossen, avec Paul Newman, milieu du billard, et puis surtout dans Docteur Folamour, le Kubrick, dans lequel il joue un général va-t-en-guerre. Et d'ailleurs, c'est un rôle qui lui a servi, puisque c'est grâce, je pense, en partie en tout cas, grâce au rôle de ce général va-t-en-guerre dans Docteur Folamour, qui va tourner en 1970 un premier rôle le plus important de sa carrière, le plus emblématique de sa carrière, et qui est le rôle principal de Patton. Donc la vie du général Patton, réalisé par Franklin J. Schaffner, donc le réalisateur entre autres de La planète des singes. Et c'est un film qui lui fait remporter carrément l'Oscar du meilleur acteur à cette époque avec ce film. Oscar qu'il refuse d'ailleurs.
Il disait qu'il n'en était pas digne. Il disait non, je ne mérite pas d'Oscar, donc il n'a pas été le chercher. Et après, bah, il commence à accéder au premier rôle. Et en 72, il a aussi le rôle principal d'un des meilleurs polars urbains américains des années 70, qui est un film séminal qui s'appelle Les flics ne dorment pas la nuit, de Richard Fleischer. Et qui est en fait le film, je pense que ça doit être le film séminal des films et des séries de duos de flics qu'il y a eu par après, de Starsky Hutch, Arme Fatale, en passant par Deux flics à Chicago et beaucoup d'autres. C'est vraiment un des tout premiers films où où on suivait deux flics, la patrouille de deux flics, là pendant 1 heure et demie, 2 heures à l'écran, un film formidable, où il avait comme partenaire Stacy Keach. Et après, il a eu comme ça plein de premiers rôles dans des films qui n'ont jamais fait des cartons monstrueux. Un film qui s'appelle Le Jour du Dauphin, un autre où il jouait Ernest Hemingway dans L'île des adieux, encore de Franklin Schaffner. Et aussi un rôle très important dans le deuxième long métrage de Paul Schrader qui s'appelle Hardcore, dans lequel il jouait, alors Paul Schrader étant le scénariste de Taxi Driver, dans lequel il jouait un père de famille un peu catho, rigoriste comme ça, qui partait à la recherche de sa fille qui se retrouvait dans le milieu du porno à New York. Et rôle aussi peut-être son dernier grand rôle en fait de sa carrière. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que George C. Scott n'a pas tourné tant de films fantastiques que ça, des films d'épouvante. En fait, il en a tourné 3. Donc, parce qu'en fait, il n'aimait pas ça. Il disait que j'aime pas le cinéma d'épouvante. Il a tourné L'Exorciste la suite, mais là, c'est parce qu'il avait adoré le script original de William Peter Blatty. C'était pas tant pour les effets horrifiques du film, mais c'était parce que William Peter Blatty faisait une espèce de dissertation sur le mal. C'est ça qui intéressait surtout George C. Scott dans le scénario. Et il a tourné un autre film quelques années avant L'Exorciste la suite, qui est un film d'épouvante formidable, qui s'appelle L'Enfant du Diable. C'est Changeling de Peter Medak, qui est un autre film bien oublié et qui est vraiment un vrai film d'épouvante qui faisait vraiment peur, comme L'Exorciste, la suite. Et il a tourné un troisième film d'horreur beaucoup moins bon, une adaptation de Stephen King qui s'appelait Charlie. Autre acteur de L'Exorciste la suite, qui est un acteur moins connu que George C. Scott, c'est Brad Dourif. Brad Dourif, c'est celui qui joue le tueur en série fou dans l'asile, qui a ce monologue formidable sur le mal qu'il dit face à George C. Scott. And then off comes the head without spilling one single drop of blood. Now I call that showmanship, Lieutenant. C'est un acteur incroyable, mais qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait en fait. Il a fait beaucoup de théâtre quand il était très jeune, je crois. Il avait à peine 20 ans qu'il il a commencé à faire beaucoup de théâtre. Il était beaucoup remarqué au théâtre. I like plays. The good ones. Et surtout, évidemment, il s'est fait connaître en 75 dans le film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il joue un des fous de l'asile. Et en fait, il est devenu star du jour au lendemain, enfin star, très connu du jour au lendemain grâce à ce rôle dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Personne ne le connaissait. Et avec ce film, après tout Hollywood le connaissait, à tel point qu'il a même été nominé aux Oscars pour le rôle. Et c'est un peu comme George C. Scott d'ailleurs. Autant George C. Scott avait refusé son Oscar pour Patton parce qu'il disait qu'il ne le méritait pas. Et autant Brad Dourif, quand il a été juste nominé pour l'Oscar de Vodcina de Coucou, il a dit non, il a eu peur en fait. Il s'est dit non, je ne mérite pas ça. Et au lieu de répondre aux sirènes d'Hollywood, il a refait beaucoup de théâtre par la suite. Mais après, il est revenu au cinéma et là, il n'a plus arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un véritable stacanoviste du cinéma. Il a tourné 170 rôles, il tourne encore 5 films par an, il tourne beaucoup de merde, beaucoup de nanars, mais on l'aperçoit aussi dans plein de séries B de films d'horreur, parce qu'il a un jeu particulier qui fait qu'il joue toujours les tarés, les fous, les gens bizarres. On le voit dans La créature du cimetière, une adaptation de Stephen King, on le voit dans Trauma de Dario Argento, dans le remake d'Halloween de Rob Zombie. Donc il a tourné, et il est revenu un peu en odeur de sainteté, si j'ose dire, il y a une dizaine d'années, en ayant un rôle assez important dans la série western Deadwood, où tout le monde avait dit « Ah oui, c'est vrai que ce mec existe et qu'il est génial, etc. » Et surtout, en fait, il est connu du grand public, du plus grand public, pour deux choses. C'est qu'il a
Il joue le rôle de Grima, alias la langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et surtout, Brad Dourif est connu du monde entier, vous ne le savez peut-être pas, pour avoir été, et est encore aujourd'hui, je crois, la voix officielle de Chucky, la poupée tueuse. Voilà, c'est la voix que vous allez entendre maintenant. Bah oui, c'est sa voix, c'est la voix de Brad Dourif. Brad Dourif. On peut même remarquer, enfin, si on fait très attention, il y a un acteur très connu qui, à l'époque, venait de se faire connaître, et qui, à l'époque, n'était pas très très connu, mais venait de devenir une star grâce au film de Spike Lee, Do the Right Thing, qui est Samuel Jackson. Et Samuel Jackson, il fait une quasi-figuration dans le film, je pense qu'on pourra le voir si on fait un arrêt sur image. Et en fait, il a eu vent qu'il y avait le tournage de la suite de l'Exorciste. C'est lui qui a tenu à venir faire une figuration. Donc il s'est retrouvé à faire de la figuration par pur plaisir dans le film, alors que William Peter Blatty ne le savait pas. C'est-à-dire que William Peter Blatty, et je crois que c'est un assistant qui lui a dit tu sais qu'il y a Samuel Jackson qui joue dans ton film. Il dit mais non, c'est pas possible, il n'est pas dans le casting. Si, il est là, il fait de la figure. Ah bon? The living are deaf. Il n'y a pas Linda Blair. Donc Linda Blair, elle ne revient pas dans ce film-là, alors qu'elle était quand même dans la suite, dans l'autre suite de l'Exorciste qui était l'Hérétique. Et elle ne revient pas. En plus, pour la bonne raison aussi, c'est qu'entre-temps, elle a tourné dans une parodie de l'Exorciste avec Leslie Nielsen, qui s'appelait Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, je crois, qui était une daube. Et donc, elle n'était plus trop crédible à l'époque. En plus, elle avait grandi. Donc c'était un peu bizarre. Donc du coup, il prend George C. Scott pour jouer le rôle du flic qui enquête sur ce tueur en série, responsable de plusieurs meurtres, qui se retrouve enfermé dans un asile. Et on voit George C. Scott qui croit voir dans le rôle du personnage du tueur en série le père Carras, celui qui est mort dans le premier film. Mais tout ça n'était pas vraiment dans le script initial, et même dans le tournage initial. Parce que ce qui se passe, c'est que William Peter Blatty fait son film, il tourne son film tel qu'il voulait le tourner, c'est-à-dire en suivant, j'imagine, son bouquin et ses intentions, et il montre le résultat au producteur. Les gens de chez Morgan Creek voient le film, et se disent, mais attendez, bon, qu'il n'y ait pas Linda Blair, ok, machin, mais il n'y a pas de séquence d'exorcisme dans le film. Carrément, il n'y a même pas de séquence d'exorcisme. Et en plus, il n'y a même pas de rapport avec l'exorcisme dans le titre, puisque le titre, il avait repris le titre de son bouquin qui était Légion. Donc il commence à se chamailler entre William Peter Blatty et les producteurs de Morgan Creek. Et il commence à faire un premier deal. Morgan Creek dit à William Peter Blatty, ils lui disent, écoutez, c'est simple, on va faire une projection test, on va le montrer à un public lambda. Et si le public lambda aime bien, on laisse le film tel quel et on le sort comme ça. Ils font la projection test avec des gens un peu pris au hasard. C'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis de faire des projections test pour tester le film sur un public lambda, ce qu'ils font. Et puis en fait, gros bide. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'ils regardent. Ils ne comprennent rien, ils se font un peu chier, etc. Donc Morgan Creek dit non, on va faire des reshoots. Donc il rajoute 4 millions de dollars. Et il dit on va re-shooter, on va refaire des séquences, dont une séquence d'exorcisme qui se trouve à la fin du film, qui n'était pas prévue à l'origine. Ils refont appel à l'acteur Jason Miller, qui donc jouait le père Carras dans le premier film, qui ne pouvait pas tourner dans cette suite parce qu'il était pris, il avait d'autres engagements. Et il revient ici parce que pour les reshoots, il était disponible. Ils ont essayé quelque chose, ils ont essayé de faire un effet spécial qui a complètement foiré. C'est que quand il y a la séquence de George C. Scott qui se retrouve dans la cellule face à la fois au père Carras et au tueur en série, ils ont essayé à un moment de faire un effet spécial de morphing. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ils ont essayé de faire que les deux personnages se mêlent l'un à l'autre. Donc le personnage joué par Jason Miller, suivi par Brad Dourif. Mais c'était tellement ridicule à l'écran qu'ils ont préféré faire des plans séparés, en fait. Donc il y a eu, c'était le bordel sur le tournage, d'autant plus que l'acteur Jason Miller, qui jouait le père Carras, qui est revenu, était complètement alcoolique. Entre-temps, il est devenu bourré, il buvait beaucoup, donc ils ont eu beaucoup de problèmes sur le tournage avec cet acteur, qui n'arrivait pas à dire son texte, et qu'il a réussi finalement à dire, comme on peut le voir dans le film d'ailleurs, il le dit bien,
Mais c'était très dur pour arriver jusque-là. Et c'est un bordel, c'est-à-dire que le film est remonté dans tous les sens, il y a des séquences qui s'en vont, il y en a d'autres qui sont interverties, il y a les séquences d'exorcisme qui est rajoutées sur la fin. Et pourtant, le résultat était assez incroyable. C'est-à-dire que malgré ce bordel généralisé, le film est complètement bizarre. Du coup, ça rajoute vraiment de la bizarrerie au film et surtout, ça rajoute une ambiance qui est complètement incroyable, qui est une ambiance diabolique, on pourrait dire. C'est-à-dire que le personnage de George C. Scott a l'air d'être complètement habité. On dirait que le mal tourne autour de lui. Ce qu'avait réussi aussi Friedkin dans le film original. Et ça fonctionne. Et surtout, en plus, qu'il utilise des techniques qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, en fait, dans le cinéma en général, et qui sont d'ailleurs des techniques un petit peu dépassées, qui peuvent être lourdes un peu quand on les voit à l'écran, mais qui dans le film fonctionnent, qui font que le film est complètement habité comme ça par une bizarrerie. C'est qu'il y a pas mal de séquences qui sont filmées en courte focale, et même, surtout, il utilise des zooms assez légers, des fois violents et des fois assez légers, et qui renforcent la bizarrerie du film. Et il y a deux séquences iconiques qui font que le film est terrifiant. La première, c'est la séquence de l'hôpital où il y a l'infirmière qui est filmée en plan séquence, qui est en train de faire son job comme ça, qui est filmée en plan fixe. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On se dit, c'est bizarre ce plan. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et le plan est dur. L'infirmière, elle va dans une chambre, elle revient, elle va à son bureau, elle repart. Il y a un flic qui arrive dans le champ, qui repart, etc. Et tout d'un coup, arrive dans le champ le tueur avec un espèce de sécateur comme ça, qui se jette sur elle. Le tout suivi par un zoom avant très court. Et là, dans la salle à l'époque, ça a été des cris, quoi. Et le deuxième, qui est un plan absolument incroyable, c'est quand George C. Scott se retrouve dans l'asile. Et tout d'un coup, il y a un plan, mais qui est presque gratuit, qui est un plan totalement fantastique, alors que le film, il est un peu sur la tranche, comme ça, entre la bizarrerie, sauf la fin, avec la séquence d'exorcisme rajoutée. Et tout d'un coup, il y a ce plan où il y a une vieille pensionnaire de l'asile qui court sur le plafond, la tête à l'envers, en accéléré. Les seuls témoins de ce plan, ce sont les spectateurs. Sir George Scott ne voit pas la vieille, les autres personnages ne voient pas la vieille. Et c'est vraiment pour dire que le mal, le mal est là, quoi. Le mal se rapproche de George C. Scott. C'est là où le film est très réussi. C'est-à-dire que plus George C. Scott, qui est un mec qui ne croit pas spécialement aux démons ni à Satan, plus il avance dans le film, plus il enquête, plus le mal se rapproche de lui. Et le mal se rapproche de lui par ces visions-là, la vieille qui court sur le plafond, ou par des légers zooms, ou par des sons bizarres, ou par des plans étranges. À un moment, on voit un plan très bref d'un Christ, d'une petite statue du Christ qui ouvre les yeux ou qui pleure du sang, par une feuille d'un bouquin qui flotte comme ça. C'est vraiment, ça fonctionne, quoi. Et je pense que c'est un miracle, parce qu'avec le recul, c'est un film il y a eu tellement de problèmes sur ce film que c'est un film qui est habité, en fait. C'est un film qui est totalement habité.